société Good. Good, ça fait quoi? Ça accompagne les entreprises, les dirigeants, les managers, les équipes, voilà, dans leur transformation. En tout cas, on est là, on essaye d'être pas expert de la transfo, mais en tant que soutien, comme partenaire, de passer finalement ce cap de leur transformation avec un grand T. Et je suis aussi coach professionnel depuis 1 an et demi, parce que quand j'ai commencé ces accompagnements, je me suis dit que l'humain était quand même au centre de tout ça, et donc je me suis intéressée là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des estimations. Quand Gladys m'a proposé en gros de parler de ce sujet-là, j'ai dit ouf, oui, je sais dire, mais il y a tellement de choses, comment choisir? Alors mon gros problème, c'est que je ne sais pas choisir, parce que je ne sais pas renoncer. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire des estimations avec un grand S dans ce sujet. Ce sujet-là, il commence pour moi dans la vie perso. Quand mon fils était petit, je lui disais, dès qu'il se faisait mal, je disais « Ah, t'as mal combien ?» C'était notre fonctionnement. Si c'était en dessous de 5, je disais « Ok, c'est bien, un gros bisou et on s'en va. » Si c'était 7-8, je commençais à me dire « Ouais, il va falloir que j'appelle le médecin, voir qu'on aille à l'hôpital. » Ça m'arrivait à 9,5 un jour, je peux vous dire que j'ai été très vite. Mais bon, il y a tellement d'endroits où on parle d'estimation. On va parler, je ne sais pas comment vous projetez vos vacances, mais moi je suis assez, certains dans la salle me connaissent, je suis assez analyseur. Donc quand je décide, ah bah tiens, je voudrais aller, je ne sais pas, en Bretagne ou peu importe, je vais estimer à peu près mon budget voyage en calculant les transports, le logement, la nourriture, les activités, ça me donne une idée. Et dans le milieu professionnel, pour les, on va dire, les projets, les produits qu'on mène, c'est pareil. On va essayer finalement d'estimer, ou en tout cas c'est mon point de vue, quand on estime, on verra après avec Fred, de manière globale. Donc finalement, je vais vous raconter l'histoire en commençant là par pourquoi on estime. Déjà, on estime parce qu'on veut quelque chose, on veut pouvoir quelque chose, on doit faire quelque chose. Dans ce pourquoi, que ce soit l'histoire de mon fils, l'histoire de mes vacances ou l'histoire des projets, on veut en fait atteindre un objectif qui est quel est justement le but qu'on veut dans cette estimation. On va avoir de la visibilité sur ce qu'on veut faire, que ce soit les vacances, je veux savoir où je vais avec mon fils à l'hôpital ou finalement à la maison. Et est-ce que dans les projets, dans mon professionnel, quels sont les plannings que je veux faire? On veut essayer d'être prédictif. On veut, quand on estime, on veut essayer de ne pas surcharger l'estime. Parce que je dis, quand on estime, on verra après, il y aura l'histoire du pour qui ou qui estime. On veut rendre l'équipe autonome, on veut leur laisser les moyens, mon fils, décider si on allait finalement ou pas à l'hôpital avec ce chiffre. Et je vais décider ou pas, en fonction de cette estimation, si je vais faire un projet ou si je vais en vacances. Et derrière ça aussi, on va avoir une idée de la valeur. Une fois qu'on a estimé la chose, on va dire ça comme ça pour avoir tous les contextes, on va mettre derrière cette fameuse valeur qui est finalement notre valeur de référence. Que ça soit sur un budget de vacances, comme ce que ça va être en temps ou en argent qu'on va dépenser sur un projet. Donc je vous disais, ma petite histoire, donc on a vu pourquoi, et là on va voir le pour qui, ou le par qui, j'ai envie de dire. Donc on a les super développeurs, qu'on va essayer, comme je disais avant, de ne pas surcharger. Donc le but normalement c'est que ce soit eux qui estiment, en tout cas la partie réalisation. On a notre ami manager, dirigeant, sponsor, etc. Eux, ils veulent de la visibilité, comme on a vu tout à l'heure. Leur objectif, c'est ça. Savoir quand on va atterrir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis, on a souvent ceux qu'on oublie, nos utilisateurs. Finalement, ces utilisateurs, c'est pour eux qu'on crée. C'est pour eux qu'on va estimer. Alors, c'est pour eux qu'on va estimer la réalisation. Et juste après, on va voir que c'est aussi pour eux qu'on va essayer, ou c'est par eux qu'on va avoir la fameuse valeur, qu'on va estimer la valeur qu'on va produire. Donc dans ce pour qui, finalement,
c'est toutes les personnes susceptibles d'apporter quelque chose au projet. Que ce soit dans la réalisation ou que ce soit matériellement, ah bah ouais, on est content, on a des utilisateurs et des clients finaux satisfaits. C'est une histoire d'implication tout ça. Finalement, toutes ces personnes, elles apportent quelque chose au projet grâce à leur estimation de réalisation ou finalement de valeur, ou même le manager, des fois un petit peu relou, on va dire, qui nous demande, bon, ça va être pour quand? Ou ça va coûter combien? Tout ça, sans ça, finalement, on n'aurait pas un projet qui pourrait arriver du début jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'on a dit pourquoi, pour qui, on va voir quoi. J'ai commencé à en parler, il y a deux choses. Il y a la partie réalisation et il y a la partie valeur. Alors, ex-PO, pour moi, finalement, j'étais plutôt dans le camp de la valeur, mais on verra que ce n'est pas si simple que ça. Côté réalisation, on va essayer on va parler d'estimation. Finalement, cette estimation, c'est pas réel. Normalement, on estime avant. Je ne sais pas combien vont coûter mes vacances, finalement. J'ai une idée, mais est-ce que c'est vrai? Donc, on va essayer de différencier d'un chiffre, en tout cas, d'un montant qu'il va y avoir pour ça. On va essayer de parler, alors là, on peut dire que c'est un peu le monde des bisounours, on va essayer de rester dans des estimations globales. En début de projet, quand les équipes que j'accompagne, ou en tout cas les managers nous disent bon, bah, il faut estimer tout le backlog pour savoir si on va réussir à finir dans les temps notre projet sur 2025. Je regarde, non, 2025 c'est trop loin. Donc on peut avoir une idée en découpant grossièrement et pareil, comme disait tout à l'heure, en essayant de réestimer, mais essayer d'estimer globalement aussi dans un premier temps, c'est très bien. Après, on a de l'autre côté, on a la valeur. La valeur, c'est nouveau en fait. Il n'y a pas énormément, déjà tout ce qui est product manager ou product ownership, il y a 15 ans, ça n'existait pas. On ne se disait pas forcément, bah tiens, est-ce que ça apporte quelque chose à l'utilisateur? On ne va pas forcément aujourd'hui vérifier qu'on a apporté quelque chose aux utilisateurs. Parce que ce n'est pas évident. Comment, moi je me rappelle quand j'étais PO, on essaie de se dire, tiens, quel KPI je vais pouvoir mettre pour savoir si telle ou telle fonctionnalité est utilisée, fonctionne et fonctionne comme elle aurait dû, comme on l'avait pensé. Donc tout ça, c'est pas évident. Mais finalement, c'est essentiel pour prioriser. Tout à l'heure, on parlait justement d'estimation de charge, mais pour calculer un ROI, il faut aussi savoir quelle est l'estimation, quelle est la valeur qu'on estime que ça va apporter. Et alors là, je vous propose une petite expérience. Je voudrais vous amener à jouer au jeu des estimations avec mes petits cubes. Vous pouvez, comme on dit, tu as dit a cappella tout à l'heure, de manière a cappella, je vous propose de dire l'estimation du nombre de petits cubes que vous voyez. Attention, ça va crescendo. 2, 5, 4, 16, 17. Est-ce que c'est plus facile là? Oui. Que là? Pourquoi? Comment vous avez compté? Par groupe. C'est plus facile. Alors qu'on augmente. Un peu mélange. 21. Celui qui a dit 21, il est pas loin. 55. Je commence à être moins bon, mais bon, vu que je suis sympa, il y en a qui ont appris à compter comme ça. Donc effectivement, pourquoi celui-là il est plus facile? C'est rangé. C'est rangé. Comment vous avez compté aussi? Voilà, vous avez trouvé une méthode en tout cas pour réussir à compter. Il faut savoir que le cerveau, au-dessus du 8, il ne sait plus faire. Sauf, voilà, finalement, 10 par 10, ok, on a appris à multiplier, donc ça marche.
Donc c'est pour ça qu'en général, dans les estimations, moi en tout cas, ce que je conseille aux équipes, c'est à 13, c'est max. Parce qu'après, le cerveau, il ne sait plus projeter, il ne sait plus comparer. Sur des petites choses, rapidement, ouais, 3, 4, 5, ok, 7, ça va très vite. Après, il n'y a pas. Et une fois, quand on a cet état-là, finalement, l'important, c'est pas qu'il y en a une vingtaine et qu'une cinquantaine, c'est finalement que celui-là est plus petit que l'autre. Moi, ce que j'aime bien dire aux équipes quand on commence à prendre la tête, si je puis me permettre, avec les estimations, c'est que peu importe le chiffre que vous estimez, que ce soit à droite ou à gauche, en tout cas dans ces deux cas-là, ça ne va pas du tout influencer sur la réalité. Il y aura toujours le même nombre de cubes dans cette photo, que vous disiez 40 ou 53. Donc finalement, la réflexion, elle est, l'estimation que je vais faire sur mon délai de livraison, valeur, etc., ça ne va rien changer avec la date réelle de ma fonctionnalité, à la date où elle va arriver, à la valeur qu'elle va produire. On n'a pas moyen, finalement, d'influer sur la réalité avec nos estimations. Donc finalement, quand on a l'impression qu'on est en retard, c'est notre propre perception. On n'a jamais été en retard, juste par rapport à ce qu'on a dit, mais peu importe ce qu'on aurait fait, on serait arrivé à la même date. Pour méditer. Et donc avec tout ça, comment on estime? Donc on a vu là une ou deux techniques, que ce soit réalisation ou valeur, on pourrait faire les mêmes méthodes. Je vous en propose en tout cas des axes. En tout cas, on fait ça avec les bonnes personnes. Que ce soit côté réalisation ou côté valeur, il faut les personnes, que ce soit les personnes de tout à l'heure, les devs, le manager et les clients, ou en tout cas la partie fonctionnelle. Côté valeur, il y a la satisfaction client. Donc il y a en mode QC, question à la fin, utilisation, si vous êtes sur du web, voilà, est-ce que la fonctionnalité est utilisée, allez voir directement les gens. Il y a aussi le gain, qu'est-ce que ça a rapporté finalement à ma société. Il y a ce côté relatif. Rappelez-vous, petit tas de cubes, gros tas de cubes. Et souvent, quand je travaille avec les parties fonctionnelles ou les différents sponsors d'une même fonctionnalité, souvent je leur demande, je leur propose ce petit jeu en disant combien pèse un crocodile. Alors déjà, il y a mâle ou femelle. Moi, je me suis renseignée sur la question quand j'ai commencé à prendre cet exemple-là. Ça va du simple au quadruple, les gars. Donc, c'est pas peu importe combien, vous voyez, combien pèse exactement ce crocodile. C'est parmi toutes ces fonctionnalités-là, parmi tous ces animaux-là, où c'est que vous le placez. Et comment vous placerez ces animaux? Donc le truc facile, c'est qu'on prend les extrêmes. Donc tous les éléphants, on peut se dire qu'ils sont dans deux catégories. Après, on a la hyène, la girafe. Et on a un petit mélange de crocodile, gorille, cheval, qui vont se battre la place du milieu. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réussir à les ordonner et d'avoir cette même référence et de les rapprocher au niveau des fonctionnalités, ou en tout cas qu'on va évaluer. On parle de ça dans la valeur, mais aussi on retrouve l'estimation côté réalisation. Donc, dans l'ancien temps, ou encore aujourd'hui dans certaines boîtes, on va parler de jour homme. C'est plus facile, en plus c'est facile à calculer, comme ça dans mon projet de 2025, il y a tant de jours hommes, donc j'ai tant de jours hommes à utiliser dans mon projet. Après, on évolue un peu, on va parler de taille de t-shirt. Si on veut se rapprocher un peu de la version relative, on va se dire, on va catégoriser taille de t-shirt, story point, on est un peu pareil, on va réussir à trouver des méthodes pour, comme de 1 à 10, le bobo de mon fils, on va essayer de se créer une référence en disant, voilà, 13 c'est ça, et puis vu qu'on apprend, on va appliquer ça. Et si on ne fait pas de Scrum, etc., on peut juste aussi parler de débit, en disant combien de fonctionnalités, combien de bugs l'équipe peut corriger. Donc on a plein de méthodes finalement pour réussir à estimer ces estimations. Les avantages dans tout ça d'estimer, c'est quoi? On va pouvoir prédire, on va essayer, en tout cas on va essayer de se projeter, prédire une date d'atterrissage, prédire qu'on va avoir des clients satisfaits, plein d'autres choses. On va apprendre.
l'équipe va apprendre, on va savoir si on va réussir à faire telle ou telle fonctionnalité. On va choisir aussi le prestataire, parce que là, on parle d'équipe de réalisation interne, mais on peut aussi demander si on a on délègue, ou en tout cas on sous-traite le développement. Et ben, en fonction de l'estimation ou pas qu'il va nous faire, ben, on va choisir et il va peut-être aussi gagner notre confiance. On va décider de ce qu'on va faire, une fois qu'on a estimé. Ça va engager l'équipe, ou en tout cas elle va rentrer dans un engagement de réalisation, et ça va rassurer notre ami chef de projet par rapport à une date d'atterrissage. Les risques. Il y a plusieurs risques à faire des estimations, qu'on traite avec des prestataires ou pas. J'en ai trouvé 5. Le premier, c'est le répulsif. Que ce soit un prestataire ou une équipe, elle n'a pas envie de prendre le sujet. Donc elle va vraiment grossir son chiffrage en disant de toute façon, ils ne le feront jamais parce que ça va être trop cher. Il y a l'inverse, il y a la partie séduction, où on veut vraiment faire ce projet parce que derrière ça va nous alimenter plein de fois, ou cette fonctionnalité parce que derrière on est tranquille jusqu'en 2025. Donc on va sous-estimer le truc et puis une fois qu'ils auront signé, bah, toutes les fonctionnalités d'après on va pouvoir faire. Il y a le côté ceinture et bretelle, c'est qu'on a été précis, on a passé un temps fou à estimer le truc jusqu'à le petit millimètre ou la micro-fonctionnalité qu'on ne sait même pas si on va la faire. Mais en tout cas, on aura bien cadré le truc avec une marge de 15%, parce qu'on ne sait jamais, et comme ça, on limite la chose. Tout ça pour la même fonctionnalité. Il y a l'expéditif, lui, il n'a pas le temps de chiffrer, donc bah, il va dire un chiffre comme ça, le sens du vent, et on va avoir une estimation. Et puis il y a le juste, il va calculer vraiment la charge, il va calculer vraiment son incertitude, tout ce qui ne sait pas. Mais ça, c'est un fantasme, donc si vous y arrivez, vous me prévenez. Et si on estimait pas, donc je voulais quand même donner, ou en tout cas la parole après à Alfred, donc je me dis qu'il y a tout ça, il y a le pour qui, le pourquoi et le pourquoi pas. Si on n'estimait pas, ben, pour moi, en tout cas, dans un premier temps, on ne pourrait pas utiliser ce framework. On ne peut pas faire de SAFe, on ne peut pas faire de WSJF, pas de ROI, pas de RICE, rien, parce que vous n'avez pas d'estimation qui est la base de tous ces frameworks. On aurait vraiment du mal à arbitrer parce qu'on ne saurait pas comment prioriser les choses. Mais il y a un nouveau framework qui est arrivé, le No Estimate. Nouvelle méthode, nouveau framework agile, mais à prendre avec précaution. Personnellement, je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose comme ça qui fonctionnait, mais je ne suis pas du tout dans un contexte, j'ai jamais évolué dans un contexte innovant. Là, dans ma société Good, on essaye de s'orienter vers les startups, donc je me dis que j'espère que je vais avoir un nouveau terrain de jeu qui va apparaître. Parce que ces devs-là, le but, c'est de ne pas estimer le temps nécessaire pour faire une fonctionnalité. C'est d'avoir, alors ça c'est pareil, d'avoir des fonctionnalités vraiment fines, quasiment toutes la même taille, pour pouvoir prioriser facilement, en se disant, on sait, ah bah tiens, celle et celle, la poule et l'éléphant, facile, pas besoin d'estimer, c'est évident. Et il y a une étroite collaboration entre les sponsors, les demandeurs, les réalisateurs, les clients, c'est entremêlé. C'est pour ça que je vous parle de start-up, c'est dans les milieux innovants, où en fait, c'est forcément une unité tout ensemble. Et pour faire, pour ma part en tout cas, dans ce que j'ai un peu vu, pour réussir finalement à faire du no estimate, il faut que la mesure basée, le fameux KPI, ça soit l'avancement de votre projet. Aujourd'hui, en tout cas moi dans les sociétés dans lesquelles j'interviens, les grands groupes, on ne mesure pas l'avancement du projet. On va mesurer le nombre de fonctionnalités que vous avez fait, la vélocité de l'équipe, etc. Mais on ne va pas mesurer finalement comment on avance. Et ce n'est pas cette mesure-là qui va vous dire ce que vous allez faire après. Donc, les avantages de ce no estimate, parce qu'il y en a finalement. Ça permet de rationaliser votre budget
votre coût, la valeur que vous allez apporter, qu'aujourd'hui on ne fait pas forcément. On va avoir d'abord la charge de l'équipe, d'un autre côté la valeur, mais on ne va pas voir l'ensemble du système. Donc ça va permettre d'adapter votre projet. On se dit que dans l'agilité on est réactif, etc. On est réactif, en tout cas dans la plupart des grandes structures. On parle de projet à 2025 au jour d'aujourd'hui, voire 2027. Pour réussir à faire d'une estimate, il faut travailler en toute confiance et en toute transparence. Donc tous les risques d'avant, j'estime, le juste, le ceinture et bretelles, etc., ça n'existe pas. C'est vraiment en étroite collaboration. On va se concentrer sur les fonctionnalités qui ont l'importance maintenant. En 2025, on n'en sait rien, les fonctionnalités qui ont l'importance. Donc ça ne nous intéresse pas. Et tout ça en collaboration intelligente. Et sans estimer, on arrive à rassurer quand même. Parce que le travail en toute confiance et en toute transparence, finalement, ça rassure. On va, en mesurant les fonctionnalités ou en mesurant l'avancement du projet, rassurer notre manager. On va le rassurer aussi qu'on n'a pas perdu de temps à estimer notre projet millimètre par millimètre. Donc en conclusion, on a d'un côté le no estimate, pour moi, avec, si vous n'avez pas de confiance installée et d'étroite collaboration compliquée, ça permet une compréhension commune. En fait, on avance vraiment dans le même bateau. Il y a une communication et une collaboration, sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Et ce n'est pas dans n'importe quel environnement. N'essayez pas dans des grosses entreprises d'instaurer pour tout le périmètre du no estimate. Et de l'autre côté, on a l'estimation. Rappelez-vous, cadre de référence. Sans cadre de référence, finalement, au sein d'une même équipe, l'estimation, elle n'a pas vraiment lieu d'être. 13 max, rappelez-vous de mes petits cubes. À un moment, on est dépassé. Ne pas oublier cette zone d'incertitude quand on estime que ça soit côté valeur ou réalisation. Et ces différences d'une promesse, parce que j'estime quelque chose, mais la réalité, elle ne va pas changer. Et je vous propose cette petite phrase faite par moi, comment tu disais ? De moi à moi-même. De moi à moi-même. De moi à moi, voilà. Et si on arrêtait d'estimer le temps à faire une fonctionnalité, mais qu'on estimait le temps qu'on voudrait passer à faire cette fonctionnalité. Merci. Donc 10-15 minutes pour les questions aussi, donc n'hésitez pas à réagir, poser des questions. C'est marqué que l'estimation ne change pas la réalité. C'est vrai dans tous les contextes, parce que dans mon contexte à moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a des développeurs souvent un peu juniors, ils ont un peu tendance à mettre le temps qu'on leur laisse. Si on a une estimation à 10 et qu'en fait ils auraient pu y passer 5, ils vont prendre le temps de bien faire. être sûrs et prendre les 10 qu'on leur avait. Mais 10, c'est quoi? Oui, enfin. Ouais, Ah ouais, C'est 10 pour eux. Ouais. C'est l'effort qu'on n'est pas là. Si je peux du coup rebondir là-dessus, est-ce Vas-y. que tu recommanderais de travailler avec la notion de spike? Alors quand je dis spike, c'est un pic d'effort, mais on utilise ça parfois. C'est dire, on ne sait pas trop où on va avec cette fonctionnalité, on y met l'équivalent de 5 et après on fait un point. En tout cas, moi je conseille de se dire combien de temps pour les spikes, combien de temps je veux consacrer à cette étude, et pas combien de temps je vais mettre à faire à cette étude, Ouais. parce que j'en sais rien. Quoi. Ça rejoint un peu ta conclusion. Ouais. Peut-être c'est adapté pour le contexte de madame, s'il y a un peu des incertitudes, peut-être fonctionner une fois ou deux avec un spike pour voir si ça a de l'impact. Si vous avez un gros sujet, dire tiens, on va faire un équivalent 5 efforts, et on verra où on en est, peut-être. Et puis après, sur le 10, et en disant, ils l'ont réalisé en 5, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça représente, et qu'on a l'impression qu'ils ont peaufiné,
Après, c'est à rechallenger. Est-ce que l'intérêt est de peaufiner le truc et à mettre la petite cerise sur le gâteau ou, voilà, ou peut-être clarifier plus en amont avec des affinages sur qu'est-ce qu'on voudrait là-dedans pour mieux cadrer le... Et puis si tu leur dis que le reste du temps, ils ont le droit de faire de la veille et tout, je suis sûre que tout le monde est gagnant. Par rapport au no estimate, par rapport à la taille du projet, au bout d'un moment, le no estimate ne devient pas une estimation. Ouais, parce que c'est pas nécessaire de faire une estimation. Au bout d'un moment, on se dit bon, ça fait qu'un point dessus, on repasse sur le bout. Parce que du coup, ce no estimate s'utilise vraiment sur un projet qui doit avoir une visibilité. Alors, si je comprends bien, c'est que tu dis le projet il a 1 an, on n'en voit pas de bout. Ouais. Est-ce qu'on fait du no estimate? Non, en fait, Non. nous, on a un peu démarré un peu sur un nouveau projet, en fait, sans réellement faire attention à la... Plus fort. Le premier à avoir le micro. Utiliser, c'est pas... Alors, Non, en fait, on a démarré un projet, du coup, sans réellement avoir de contraintes de temps, sur ce qui ressemblait un peu à du no estimate, parce que du coup, voilà, on avait quand même une échelle de story points, mais sans vraiment avoir une échelle de temps. En fait, et du coup, au bout d'un moment, effectivement, on est plus rentré dans... On nous a demandé de plus en plus d'avoir des estimations de temps, parce que du coup, le projet grossissait, mais a priori assez vite. En fait, du coup, le cadre du projet était tellement large que je me demande si sur des projets vraiment énormes, le no estimate au bout d'un moment ne se transforme pas en une estimation nécessaire de temps. alors, je laisserai peut-être Alfred répondre à la fin. Pour moi, le fondement du no estimate, c'est la confiance. Donc, à partir du moment où ta phrase, tu as commencé à le dire, on avançait pas vite, en tout cas pour eux. Et donc, ils nous ont demandé de chiffrer. Là, pour moi, la confiance, ça y est, tu as fait un pas à côté. Mais... Ouais, c'est ça. Je te laisse reposer sa question. C'était la confiance. À la compte d'après. C'était la confiance versus aussi la taille des projets en général. Vraiment énorme à voir après. Ouais. Dernière question. Je fais le lien entre les deux parties. Il y a une confiance qui revient. Quelque part, est-ce que les estimations, c'est pas un outil qui est utilisé pour ça au lieu de faire autre chose, pour pallier au fait qu'il manque de confiance ou qu'on n'investit pas assez les sujets? Non, parce que pour moi, le no estimate, il est aussi basé sur la confiance. Est-ce que le lien entre les trois, c'est juste agilité? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur derrière? En fait, c'est marrant parce que moi j'aurais eu envie de répondre oui. Parce que je trouve que dans beaucoup de contextes, on n'a pas encore cette maturité agile qui permet par exemple d'avoir une confiance totale et de travailler en no estimate. En tout cas, j'ai été confronté à beaucoup de contextes comme ça. Et du coup, je suis assez d'accord. Pour moi, l'estimation, c'est un peu une valeur commune. C'est un truc qu'on comprend tous, c'est comme 100 €, tout le monde sait ce que c'est 100 €. Quoi. Et du coup, si on arrive à l'expliquer, que tout le monde le comprend, ça peut être un vecteur de confiance pour moi. Mais par contre, il y a mieux, potentiellement. On va voir avec notre collègue. La question à Les histoires sur la scène. On est en train de teaser.